Voilà. Alors, mesdames et messieurs, rebonjour, puisque j'ai eu le plaisir de présenter ce matin une petite intervention sur la politique des villes par rapport à la copropriété. Et j'avais eu le plaisir d'aborder la problématique de Bruxelles-Capitale. Mais voilà, cet après-midi, je vous retrouve à travers un sujet particulièrement intéressant. Mais voilà, comme vous allez voir, je suis un grand passionné de copropriété. J'aime bien ce sujet-là. Et alors, je voulais quand même vous dire un petit mot, avant de débuter nos débats. Mais vous allez voir que j'ai une chute. Et la chute, ce sera le début de notre débat. Alors, on peut jouer comme ça. Peut-être que ce que j'ai préparé est peut-être lamentable. Mais je me suis dit, ici, on est finalement entre tous les experts de la copropriété. Vous allez certainement tous me comprendre. Vous allez tous comprendre un peu cette approche. Parce que je dois quand même vous dire que, eh bien, figurez-vous que depuis de très nombreuses années, je suis à la recherche de la copropriété idéale. Oui. Je vous l'ai dit. Tel un véritable Indiana Jones, je rencontre par Mont et par Vaux, d'ailleurs, les acteurs de la copropriété belge, française, québécoise. Je dois vous dire, ça a été un périple extraordinaire parce que ça m'a permis de rencontrer plein de gens, de plein de cultures de la copropriété et de plein de personnages tout à fait extraordinaires. Alors, mais voilà, mais je dois vous avouer, mesdames et messieurs, que l'âge étant, je vous avoue que je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé la copropriété idéale et je dois vous dire que je commence à être fatigué de mes voyages. Je me suis interrogé quant à savoir si finalement cette fameuse copropriété idéale, est-ce qu'elle existe? Et que si elle existe, parce que ça devient quand même un peu difficile. Et encore ce matin, ce que j'ai pu entendre en début d'après-midi, me dit que finalement, je ne vais peut-être pas la trouver. Alors des fois, dans mes profondes réflexions sur la copropriété, j'en viens à me dire finalement, syndicat, association des copropriétés, propriété par étage, comme disent nos amis suisses, qui es-tu? Qui es-tu, copropriété? Oh, avant tout, pourrait-elle me répondre, je suis très ambigu. Et je crois que c'est une caractéristique, je suis très ambigu. Elle me dirait, ben oui, après tout, j'ai la personnalité juridique. Oui, et là, on a bien vu que tout le monde était bien conscient qu'on avait la personnalité juridique. Effectivement, et je dois vous avouer, toutes nos législations sont en accord sur ce principe. Mais une personnalité juridique un peu bizarre quand même, avec cette contrainte d'adhésion. Un peu bizarre pour une personnalité, une personne morale, qui naturellement a une contrainte d'adhésion de la part des copropriétaires. Ah, elle me dit alors, mais je suis une collectivité. Bah oui, peut-être, mais une collectivité limitée à des services ou des espaces déterminés. Or, finalement, je suis un groupement de personnes. Je suis un groupement de personnes ayant des besoins et des intérêts différents. Bah, c'est clair, je suis locataire, je suis bailleur, je suis occupant, je suis riche, je suis pauvre, j'ai les moyens, j'ai pas les moyens, je suis comme j'ai envie d'avoir, comme j'estime pouvoir imaginer un bâtiment pour mes enfants, si j'ai pas d'enfants, etc. C'est quand même particulier. Je suis une structure financière plutôt. Oui, et on va en parler peut-être, effectivement, mais je suis une structure financière un peu particulière quand même parce que elle est établie à partir de plans comptables stricts. Et là, toutes nos législations vont en ce sens. Belges, québécoises, françaises, oui, on a un bon plan comptable normalisé. Mais avec des inconnus. Parce que j'ai des trésoreries, tellement j'ai des bases de capacité de trésorerie excessivement variables pour chaque copropriétaire. Alors, c'est pas tout à fait rationnel, ça. Oh non, mais finalement, vous savez, elle me dirait, je suis une communauté organisée, mais oui, mais une communauté organisée, mais est-ce tellement organisée que ça? Mais influencée par des cultures différentes, et influencée finalement par cet esprit individualiste qui va naturellement décorer ou largement inspirer notre attitude. Oh, je l'ai entendu, là, j'en ai rajouté un mot. Finalement, je suis un bâtiment. Je suis un bâtiment, c'est du dur, c'est du béton. Je suis là, j'ai un toit. Mais oui, mais sous l'autorité, bâti par des architectes, bâti par des ingénieurs. Oui, mais sous l'autorité quand même de copropriétaires qui n'ont nullement de la connaissance, à qui on demande d'ailleurs au syndic de ne pas conseiller, mais d'avant tout sensibiliser par tous les moyens possibles. Alors je me dis, la copropriété se réduirait-elle à un groupement de vie? Tout simplement, un groupement de vie ou d'activité
et dont l'image serait la représentation de notre civilisation évoluant à travers des courants d'idées politiques, économiques, sociales, techniques, psychologiques. Peut-être, peut-être. Mais je crois qu'il convient effectivement d'admettre que la copropriété parfaite, la copropriété idéale que je cherche depuis pas mal d'années, n'existe pas. Car avant tout dirigée par des humains, finalement. Ne serait-il pas judicieux d'en revenir alors à des objectifs plus modestes et d'évaluer ces copropriétés à partir des éléments qui la composent, à savoir, et c'est nullement limitatif, je dis bien, c'est nullement limitatif, sa capacité à réaliser ou pas des travaux donc et à assumer la paricité du patrimoine, sa capacité à éviter des conflits, sa capacité à répondre aux impératifs techniques obligatoires, sa capacité à gérer une vision comptable qualitative, compréhensible de tous, à l'écoute de la problématique environnementale, sa capacité à valoriser le concept copropriété par la mise en commun de services complémentaires. Ces indices, et je dirais le mot, ces indices de performance intéressent, je crois, tous les acteurs de la chaîne, que ce soit le propriétaire, le fournisseur, le syndic, le conseil de copropriété et tout ce qu'on peut imaginer, que ce soit toutes ces personnes doivent être intéressées par un indice de performance. Et ces indices de performance sont différents, selon moi, de copropriété, de syndicats, et chacun a cette capacité qui est évolutive en tant que telle. Et que c'est les copropriétés qui génèrent cette capacité qui sera évolutive en fonction, comme on l'a très bien dit dans la précédente intervention, de la composante des copropriétaires eux-mêmes. Mais, vous savez, il n'y a pas que moi qui ai trouvé ces indices de performance. Et ici, je tiens ici à souligner l'excellente étude qui a été réalisée d'ailleurs, parce qu'elle est toujours très modeste, mais par Cécile Bernasson, qui a fait pas mal d'approches sur le sujet à travers CoproPlus pour justement évaluer cette performance de copropriété. Elle pourrait peut-être nous en dire un peu plus, peut-être dans le cadre de notre débat. Alors je me suis dit, comme je suis en France, je vais aussi aller de mon DTG, de mon AMO, je vais dire, et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un PCOP, performance des copropriétés, peut-être à développer par Planète Copropriété. Alors, j'oublierai également que le regroupement des gestionnaires québécois, et d'ailleurs animé par Yves Jolicoeur, eh bien, n'est pas du tout, est bien présent dans cette problématique, et je sais que très bientôt, on imagine également des outils de performance. Alors, finalement, ne serait-il pas utile de quelque part universaliser ces performances de telle manière à justement les rendre plus riches à travers nos échanges internationaux? Donc, et je dirais encore une dernière chose, c'est que si je ne conteste nullement que les plateformes informatiques, on en a aussi parlé, on a parlé de ces plateformes informatiques d'échange entre copropriétaires susceptibles d'améliorer naturellement la communication, la connaissance, la transmission de données, la transmission de documents, d'assurer la transparence. Tout ça est très bien, mais ne faudrait-il pas également s'intéresser par des biais informatifs de qualifier les capacités, les performances de chaque copropriété? Alors pour évoquer ce sujet, eh bien, j'ai autour de moi que des spécialistes et que des experts. Et je vais rapidement les présenter, à savoir que nous avons un monsieur qui vient de loin, on a Yann Torwarnaki. Bonjour. Alors Yann, vous êtes un gestionnaire d'immeubles. Vous êtes un gestionnaire qui m'avait fait découvrir d'ailleurs un toit qui était situé au 27e étage et il y avait du vent ce jour-là. Un gestionnaire à Montréal du complexe Les Verrières qui regroupe pas mal d'appartements. Rappelez-moi le nombre. 660. 660, et c'est vraiment quelque chose qui est excessivement bien connu à Montréal. Et je vais vous dire que pour moi, vous êtes vraiment un gestionnaire québécois d'excellence, puisque, faut-il rappeler, vous êtes parvenu à faire réintéresser d'ailleurs les copropriétaires à tout ce qui se passait dans leur jardin, en organisant d'ailleurs des concerts d'été. Je crois que vous m'avez raconté ça. Tout à fait. Et je crois qu'on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, et sachez que je parle souvent de vous d'ailleurs. Merci. Voilà. Alors, également, nous avons, il le fallait, bien entendu, Madame Sylvie Froissart. Excusez-moi. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est toujours le problème. Rappelez-moi. Voilà.
Et voilà, Natine Malou, bien entendu, de SEM de la ville de Paris, spécialisée dans l'amélioration de l'habitat dégradé. Oui, la Soreca. Et là, vous allez nous parler, effectivement, puisque le thème du débat, c'est d'essayer de définir qu'est-ce qui va générer ce début, ces approches de copropriété dégradée. Et on verra peut-être si mon idée de performance est intéressante ou pas. Et certainement, vous aurez tous les arguments pour peut-être me dire qu'il convient peut-être d'encore me laisser réfléchir ou d'encore continuer à la recherche de la copropriété idéale. Et nous vous retrouverons très bientôt. Également, à vos côtés, nous avons Muriel Masson. Muriel, vous êtes ma consoeur, vous m'assistez dans le cadre de toute l'orientation du Centre d'études et de formation à Bruxelles. Nous générons plein de formations pour les agents immobiliers. Merci beaucoup de votre présence, de ta présence. Nous avons Julien Alix, qui là, on se connaît depuis très longtemps, puisque nous avons eu le plaisir déjà, Julien, d'être actif sur la plateforme Train Rebuild. Et ici, nous avons encore monsieur Raymond Van Hermen qui est dans la salle, qui était à l'époque le dirigeant de Train Rebuild et qui était en fait un consortium européen qui visait justement la sensibilisation énergétique. Nous avons fait ça en 2012 et on en posera d'ailleurs la question de savoir qu'est-ce que ça en est devenu finalement de cette excellente initiative. Et enfin, eh bien, vous savez, nous allons parler argent et nous allons commencer par là. Nous allons parler des sous et il nous fallait, bien entendu, un banquier. Et nous avons monsieur... Comment dites-vous ? Exactement. Oh, presque. Nous avons quelqu'un qui a la possibilité d'avoir des sous. Et nous avons monsieur... Je dois faire attention, De Coster. Dans mon pays, on dirait De Coster, mais c'est monsieur De Coster. Et vous nous parlerez, certainement, bonjour monsieur, de toute cette possibilité, de tout ce que vous pouvez amener de plus à cette problématique de la copropriété. Alors, si vous ne voyez pas d'inconvénient, je crois qu'on va parler, je crois que je vais lancer le débat par une question un peu élémentaire. Est-ce que vous croyez fondamentalement, rapidement, je vais vous demander de me répondre pendant quelques minutes maximum sur l'idée suivante, c'est-à-dire qu'une copropriété qui dispose de fonds suffisants est-elle à l'abri d'une rupture de processus de fonctionnement de la copropriété ? Autrement dit, l'argent fait-il le bonheur parfait en copropriété ? Faut-il encore savoir comment l'utiliser Voilà, alors, eh bien, on va laisser peut-être... Je vais commencer. Voilà. Eh bien, ma réponse à moi est non. Non, parce que il y a le processus de fonctionnement et le processus de décision. Décision difficile à prendre sur les aspects techniques, etc. Et dans les copropriétés, on est confronté à un choc quelquefois de génération entre des personnes âgées qui ont certaines valeurs et qui ont leurs connaissances et des plus jeunes qui ont d'autres ambitions. Et donc, cette situation peut créer des conflits qui aboutissent à ce qu'il n'y ait pas de décision. Faute de majorité. Yann ? Disons qu'au Québec, on pourrait dire que oui, ça règle le problème en grande partie. Parce que le niveau décisionnel est différent. C'est le conseil d'administration qui prend ces décisions-là. Donc, à partir du moment où l'argent est dans le compte de banque, c'est beaucoup plus facile de dépenser et de faire l'entretien si on n'a pas d'appel d'offres, d'appel de charges supplémentaires à faire. Madame Allot ? Je ferai une réponse un peu mitigée, normande. Ouais. Un peu normande. Oui, allez-y. Au sens où il me semble qu'en France, en tout cas, la majorité des copropriétés qui ont une bonne situation financière fonctionnent bien. Mais en revanche, elles ne sont pas à l'abri de dysfonctionnements pour des raisons juridiques, un mandat de syndic qui n'est pas renouvelé à temps, une annulation de l'Assemblée générale. Enfin, voilà, il peut y avoir des conflits qui peuvent être générationnels, mais des conflits qui se traduisent par des procédures juridiques, en fait. Et du coup, qui peuvent être un point de départ dans un processus de dégradation ou de dysfonctionnement de la copropriété. Julien, vous qui avez l'expérience, vous êtes à l'ARC, et disons que vous avez l'habitude, vous avez déjà vu pas mal de dossiers. L'argent, il fait le bonheur en copropriété ? C'est évidemment très très important, mais moi je pense que l'élément clé, c'est plutôt d'avoir une petite équipe au sein de la copropriété, un conseil syndical, mobilisé et bien organisé. Je pense que c'est plutôt ça l'élément déclencheur. Les problèmes financiers sont importants, mais en France, on a un certain nombre de dispositifs qui permettent de pallier aux cas les plus aigus.
Donc voilà, évidemment, c'est mieux quand on a des fonds de côté. Ça peut être aussi le signe d'une bonne gestion. C'est pas forcément parce que les gens sont plus riches, mais ça peut être aussi qu'ils ont mieux anticipé les travaux à faire. Voilà, mais je ne le mettrai pas en premier, mais c'est sûr, évidemment important. Donc, si je résume ce que vous venez de dire, manifestement, l'argent fait presque le bonheur, on va presque dire. Mais alors, voilà, nous allons bientôt terminer, figurez-vous, puisque toutes les législations françaises, belges, québécoises ont accepté le principe de l'obligation de constituer les fonds de réserve. La Belgique devrait s'y rallier à la fin de l'année. Puisqu'elle appliquerait le principe de l'obligation de constituer 5% du budget de l'année précédente. Donc voilà, c'est magnifique. Donc ce qui veut dire que on a résolu tous les problèmes, vous croyez ? Ça veut dire que dans 20 ans, à hauteur de 5%, on pourra enfin faire des dépenses. La problématique qu'on a, et notamment en France, je pense que quand on sera, et ce qu'a fait le RGCQ quand il a fait son étude l'année dernière, 20 ans après la loi de 94, qu'en est-il du fonds de prévoyance à 5%? Je pense que nous, en 2034, si on en reste là, on fera le même constat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une grande problématique en France, c'est qu'on aime beaucoup écrire des textes, mais on aime beaucoup écrire énormément de législations qui ne sont pas cohérentes, très cohérentes les unes avec les autres. Et la problématique qu'on a aujourd'hui, tous les jours, aujourd'hui en Assemblée Générale, aujourd'hui, dans toute la France, aujourd'hui, vous aurez des assemblées générales ce soir, avec évidemment à l'ordre du jour la détermination de la cotisation de ce nouveau fonds de travaux au sein des immeubles gérés en copropriété. Alors en France, on a une problématique, on sait à peu près comment on va appeler ces fonds copropriétaires, mais on ne sait pas comment on pourra utiliser les fonds qui seront appelés. Pourtant, l'utilisation au Québec, elle est quand même réglementée, non ? On ne peut pas y toucher. On ne peut pas y toucher pour payer l'épicerie, comme on dit. Là. Donc, il y a des obligations. Alors, je vais vous demander, Yann, quand même une précision. Quand vous dites « on ne peut pas y toucher », ça veut dire « je suis gestionnaire », enfin, le conseil d'administration, on va directement dire. Oui. Le conseil d'administration est devant quelque chose, il a besoin d'argent. Vraiment pas du tout. Ou est-ce que c'est bloqué par des institutions bancaires, par un livret bloqué, etc. Ou etc. Est-ce qu'il n'y a pas... Non ? Est-ce que je peux malgré tout l'atteindre, ces sous? On ne peut pas y toucher si ce n'est pas pour du remplacement ou des réparations majeures. Donc, ce que notre Code civil dit, c'est qu'il faut absolument faire une étude de remplacement. Ce que M. Touchette précédemment nous faisait part, c'est qu'il faut faire une étude de fonds de prévoyance afin de déterminer les annuités requises pour faire face au remplacement des composantes le moment venu. Donc, les durées de vie sont théoriques en fonction de la durée de vie des fabricants et de l'expérience des professionnels. Une fois qu'on contribue de l'argent pour pouvoir y arriver, cet argent-là est déposé dans un compte bancaire distinct de celui de l'opération et pour pouvoir y toucher, il faut que ça soit justifié. Mais c'est une vérification interne. Les plus grosses copropriétés, eux, ont un comptable agréé là, qui vient faire une vérification externe et qui s'assure que cette dépense-là est justifiée. Uniquement dans les grosses copropriétés, mais dans les petits syndicats, on peut imaginer qu'effectivement, on dépasse cette problématique et que malgré tout, ces fonds sont quand même destinés à autre chose. Tout à fait. Ça peut arriver. Ça ne fréquemment ou pas du tout? À la limite, pourquoi? Ma question va dans le sens que vous avez ce système d'application depuis pas mal d'années. Donc, je vais dire que moi, mon intérêt, c'est de savoir, mais finalement, est-ce que l'organisation de la gestion financière de ces fonds est-elle vraiment assurée? Est-ce que le copropriétaire est vraiment sûr que, oui, OK, il y a des montants qui sont là? Ça dépend beaucoup du conseil d'administration. Normalement, il ne devrait pas le faire, mais au RGCQ, on constate que malheureusement, les contributions ne sont pas toujours au rendez-vous. Il y a un déficit dans le budget d'exploitation. Bien, cette année-là, on va moins contribuer au fonds de prévoyance pour éponger le déficit ou faire des travaux qui ne sont pas de nature de fonds de prévoyance. Muriel, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on a de notre côté quand même au niveau de la gestion des fonds, est-ce qu'on peut dire que nos confrères et consoeurs sont particulièrement... Je sais que l'IPI sanctionne ce genre de choses, notre organe... voilà, un petit mot là-dessus. Gravement les malversations et même les transferts financiers. Mais donc, pour en revenir, nous, on a donc des montants, même si ce n'est pas obligatoire, il y a quand même déjà beaucoup de copropriétés, en tous les cas en province, qui ont un fonds de réserve. Maintenant, j'en reviens toujours à la nuance vis-à-vis des copropriétaires. C'est quoi pour vous des travaux d'importance?
Est-ce que c'est remplacer le toit dans 50 ans? Est-ce que c'est repeindre les communs dans 6 ans? Et donc là, voilà, on a des montants sur des carnets d'épargne, mais l'usage, il est décidé par l'Assemblée générale. Et selon la tendance des participants, effectivement, ça sert à des travaux, mais peut-être repeindre les communs. Donc on n'a toujours rien pour la toiture dans 50 ans. Hein. C'est ça. Ben, c'est qu'à partir du moment où il y a une étude réalisée par une firme spécialisée, donc tous les remplacements qui sont prévus, donc on appelle ça un fonds de prévoyance. Donc, à partir du moment où c'est prévu, c'est de nature à pouvoir utiliser l'argent pour ces travaux. Donc, si on dit qu'on repeint les espaces à tous les 15 ans et qu'on change la toiture au Québec aux 30 ans, bien, on accumule l'argent pour faire face à ces besoins-là. Et ce n'est pas l'Assemblée annuelle qui décide, mais c'est le conseil d'administration en fonction des besoins de pérennité de l'immeuble. Et chez nous, c'est l'Assemblée et elle est souveraine, quoi. Donc vous pouvez faire un plan aujourd'hui qui va être basculé à l'Assemblée générale de l'année prochaine. C'est toute la difficulté, ça, en fait. C'est qu'on n'a pas d'outil de planification qui permet de graver dans le marbre à 5, 10, qui permet de se projeter, qui permet de projeter nos copropriétaires à 5, 10, 15 ans, puisque le taux de rotation il doit être de 7 ou 8 ans, je crois, en France. Donc, 7,5, ouais, les copropriétaires n'arrivent pas à se projeter. Et pour eux, c'est de l'investissement à perte. Donc, ça, c'est la grande problématique. On arrivera à faire de la rénovation énergétique quand le copropriétaire arrivera à s'attacher à titre individuel, quand il arrivera à s'approprier, mais pour son propre compte, avec tout l'historique que l'on a de notre droit français et du code napoléonien, on en reparlait ce matin, avec cette toute-puissance de la propriété individuelle, dans un monde collectif qui est un habitat contraint, tant qu'on n'arrivera pas à essayer de résoudre cette équation, ce sera très compliqué de pouvoir se projeter dans l'avenir. Et c'est vrai que nous, en tant que syndic, gestionnaire d'immeubles, on a du mal, c'est qu'on aimerait bien avoir des outils de planification, où on pourrait effectivement se planifier, se projeter dans les 5-10 ans. Avec, comme le disait Julien Alix tout à l'heure, avec une équipe soudée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager ces travaux quand il n'y a pas un syndic et un conseil syndical qui travaillent de concert. On ne peut pas de toute façon travailler sans confiance. Tout à l'heure, ce matin, il y a un monsieur qui parlait des 3C. Je le rejoins sur ce sujet-là. C'est vraiment un travail d'équipe. Et il faut essayer de concilier des intérêts très divergents les uns des autres. Et c'est vrai que moi en tant que professionnel, c'est vrai que j'aimerais bien demain mettre en place ce plan pluriannuel. Ça, c'est le nouveau mot à la mode qui est intervenu dans la loi française. Alors ça existe depuis quelques temps, ça a été repris au titre du diagnostic technique global, mais aujourd'hui on ne connaît pas la définition du plan pluriannuel de travaux. C'est arrivé comme ça depuis quelques années, et notamment depuis la loi Allure, mais aujourd'hui, pas un professionnel ne sait donner une définition de ce qu'est un plan pluriannuel. Moi, demain, quand j'aurai déjà opéré ce diagnostic technique global, dont on a vu qu'il y a 4 ou 5 points, on nous demande l'analyse de l'apparent, l'état, en gros, l'état de situation du syndicat de copro. Alors aujourd'hui, tous les bureaux d'études, tous les experts nous disent qu'effectivement, évidemment, ils savent faire, peut-être, mais ensuite, moi, je dois mettre en place un plan pluriannuel de travaux. Et c'est vrai que, ne serait-ce qu'au titre de la prise de décision, quelle est la résolution que je vais faire adopter demain mes copropriétaires, aujourd'hui, je me pose pas mal de questions. Yann, je voyais que tu voulais intervenir. Mais le copropriétaire québécois n'est pas différent. Il a fallu qu'on lui apprenne la nécessité, le bien fondé d'investir dans ce fonds de travaux-là de façon à dire que ça devient un avantage compétitif quand on veut vendre son unité si on a fait les travaux parce qu'on avait l'argent pour le faire, ou bien si on a les sommes requises pour remplacer les 3 ascenseurs qui vont coûter 500 000 euros. Donc, à ce moment-là, il faut que ça nous permet de compétitionner le vendeur, parce que ça lui permet de compétitionner un immeuble neuf. Mm-hmm. Mais évidemment, vous avez bien raison, le 5 %, c'est nettement insuffisant. OK, apparemment, on est bien d'accord sur ce principe-là. Alors, je voudrais d'abord passer la parole pour Julien pour lui demander son avis sur ce qu'il a introduit. Et après, j'ai une question tout à fait bien spécifique pour vous, Mme Malou. Donc, Julien, par rapport à l'ensemble des points, on reste toujours quant à je reviens un peu à cette problématique de gestion de ces fonds. Parce que il y a la confiance qui est donnée, parce que je crois aussi c'est bien de convaincre une association de copropriétaires, un syndicat, de contribuer à l'élaboration d'un fonds de réserve des fonds de prévoyance, mais je crois qu'il y a une valorisation, la sécurisation de leur dire, attention, les fonds que vous avez déposés, les fonds que je vais récolter chaque mois sont destinés à tel objectif,
objectif défini. Et là, avouons qu'il y a des imprécisions, puisqu'on dit oui, ça dépend tel et tel travaux, donc c'est pas clair, on va dire. Donc, ma question, est-ce que là, à travers vos différents copropriétaires qui vous consultent, est-ce que vous trouvez qu'il y a cette crainte de dire, ben, finalement, moi j'ai peur de donner des sous parce que finalement, ça va quand même se retrouver dans une seule et unique caisse et tout ce qu'on contribue, ça va servir pas spécialement à grand-chose? Y a pas de... Enfin, maintenant qu'on a le compte séparé, c'est quand même plus sécurisé, donc il n'y a plus cette crainte-là, ou beaucoup moins. Les réticences par rapport au fonds travaux, c'est plutôt se dire, effectivement, moi je pars dans 5 ans, donc c'est de l'argent que je ne reverrai pas. Et donc on est plutôt donc, vraiment sur un écart entre l'intérêt immédiat, individuel, à court terme, et l'intérêt à long terme, qui est plutôt de l'ordre, à mon avis, des pouvoirs publics et de l'État, de se dire, voilà, nous, dans 50 ans ou dans 30 ans, parce que le temps passe en fait, 2050 c'est plutôt dans 30 ans que dans 50, on veut que notre parc de bâtiments, il soit dans tel état. Et donc là, je reprends ton image de copropriété idéale, voilà. On est en train d'enclencher d'essayer d'enclencher un changement de mentalité ou de le poursuivre, parce que quand même, on va quand même de plus en plus vers de la bonne gestion, et donc on est en train d'essayer de se dire, voilà, on va avoir des gros travaux, on n'a pas l'argent avec nous, donc on met en place des nouvelles choses. Donc il y a le fonds travaux, il y a le DTG. Pour l'instant, effectivement, concrètement, c'est pas très... Il y a encore une grande marge d'interprétation, et comme le disait Pierre Beau tout à l'heure, chacun s'approprie le DTG parce qu'on n'a pas de vision très précise de ce que c'est. Donc pourquoi est-ce qu'on en est là à l'heure actuelle? Je pense que c'est ce qu'a dit Estelle Baron tout à l'heure, c'est qu'en fait on n'a pas... La copropriété, c'est du point de vue du législateur un objet un peu secondaire, parce que c'est porté, comment dire, on n'a pas la masse des maisons individuelles, on a quand même moins de logements en copropriété, et puis on n'a pas non plus cet intérêt direct au logement social. Voilà, donc je pense que les raisons de la situation actuelle, c'est vraiment ça, c'est que le législateur commence à mieux appréhender ces problématiques de gestion, notamment avec, je pense qu'en France, ça vient plutôt que des problèmes de bâti, ça vient plutôt des problèmes des copropriétés dégradées. C'est plutôt ça qui fait bouger les choses, avec notamment le rapport Braille en 2012, Tout à fait. qui a été à l'initiative de ces... Très bien au niveau de l'enchaînement, parce que ma question était suivante. Merci beaucoup, Julien. C'est magnifique. Première question que j'allais naturellement poser à Mme Malo. Vous constatez dans l'habitat dégradé, vous constatez qu'une association de copropriété, excusez-moi, je pars toujours association, je sais que c'est syndicat, donc je crois que vous commencez à comprendre que c'est la même chose. Vous constatez qu'un syndicat n'a pas constitué de fonds de réserve. Première alerte pour vous? Première alerte d'une... Pas encore aujourd'hui, parce que les copropriétés qui ont d'ores et déjà constitué des fonds de réserve, elles sont rares, quoi. Ça existe, mais c'est rare. Sur 160 copros qu'on peut suivre, s'il y en a 2 qui ont un fonds de réserve, c'est avant même que la loi Allure l'impose. Donc non, c'est pas aujourd'hui une alerte, mais il faut que ça va le devenir pour nous tous, y compris professionnels. C'est ce qu'on évoquait, il faut que toutes les mentalités changent. Donc il faut que ça devienne... De toute façon, maintenant, c'est obligatoire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pu, depuis 20 ans, 30 ans, on a pu amener des copropriétés à faire des gros programmes de travaux sans ce fonds de réserve. Mais c'est une autre manière de procéder. Et voilà, c'est aussi des copropriétés, en tout cas en ce qui concerne les opérations qu'on suit à la Soreca, des copropriétés qui étaient très dégradées et qui, de fait, étaient obligées, à un moment donné, de réaliser ces travaux. Donc on n'est pas dans le système de prévoyance, qui est bien l'idée du fonds de réserve, en fait. Donc il faut que les mentalités évoluent. S'il y avait une question à vous poser, un habitat dégradé, est-ce que vous sauriez me définir ça en une ligne? Allez, 2 lignes. Un habitat dégradé. Qu'est-ce qu'on entend par habitat dégradé? Parce que finalement, c'est quoi, d'après vous? En France, il y a une définition sur l'habitat indigne depuis la loi Boutin, si je ne me trompe pas. On va dire que c'est un habitat qui met en danger la sécurité et la santé des occupants. C'est ça. Donc on est dans ce que nous appellerons l'état d'insalubrité. Oui. On parle d'insalubrité. L'indignité est plus large, mais voilà.
Au niveau le plus large que possible, on est Oui. en insalubrité, quoi. Oui. Donc, c'est-à-dire les conditions minimum ne sont plus remplies Oui. pour que le propriétaire puisse tantôt jouir de son bien pleinement Le et plus avoir important. une pleine gestion. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un habitat dégradé. Devant l'inaction de nos législateurs à définir ce que c'était le fonds de prévoyance clairement et ce que ça devait contenir, le RGCQ a pris l'initiative de réunir les principaux joueurs qui établissaient ces fonds de prévoyance-là dans l'industrie québécoise et on a déterminé avec eux un standard qui est appliqué par toutes les firmes avec les mêmes définitions, les mêmes numérotations, les mêmes descriptifs. Donc, à ce moment-là, ça simplifie de beaucoup la lecture pour tous les copropriétaires. Ils ne sont pas pieds et mains liés avec un professionnel à tous les 5 ans pour la mise à jour quinquennale et quelqu'un qui veut acheter une copropriété et comparer 2 immeubles similaires, bien, il va être en mesure, grâce à cet outil, de pouvoir faire son audit personnel. Alors, quand vous dites audit personnel, on arrive directement à se dire, quoi, une copropriété, finalement, est-ce que ce sera un énorme tableau de bord? Un tableau de bord avec des petits trous, des petites, pas dire des choses qui tournent, mais des graphiques qui permettraient pour chaque élément d'être pouvoir mieux identifié? C'est-à-dire qu'on demanderait une évaluation complète? Oui, c'est tout à fait l'objectif. C'est qu'on va pouvoir l'avoir pour le fonds de prévoyance spécifiquement, mais on est à élaborer une méthode d'évaluation pour l'ensemble des dépenses d'exploitation d'un immeuble comparable de taille dans des quartiers comparables, dans des régions comparables à travers le Québec. Donc, je crois qu'il y avait eu plusieurs initiatives, puisque je crois qu'en France, vous avez un observatoire d'évolution des charges. Vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus? Ou je ne sais pas qui... Ah, mais oui, certainement. Je crois que l'ARC a été excessivement... Je crois que vous avez été pionnier en la matière, je crois, en définissant un... Est-ce que je vais dire un barème, ou une évaluation des charges de copropriété, région par région? Je me rappelle avoir vu quand même quelques tableaux là-dessus. Alors, l'idée de... Donc, l'ARC a mis en place un observatoire des charges de copropriété à partir des annexes comptables des copropriétés qui souhaitaient participer. Et donc, ça a été décliné par département, par ville. On a des partenariats aussi avec certaines villes pour faire un observatoire des charges locales sur une ville donnée. Qu'est-ce que ça apporte, ce genre de... Je suis copropriétaire, je vois dans mon immeuble que vous dites « Ouh là 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 là, mais moi je suis au-dessus de la moyenne, etc. » Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un déclencheur? Est-ce que ça pourrait être une solution? Comme Yann vient de le dire, et on va dans le même sens. Est-ce que vous croyez que ce serait intéressant que les Belges qui n'ont pas ça, voilà, on vient à peine d'adopter un plan comptable normalisé, et on essaye naturellement d'avoir que ça produise quelque chose. Est-ce que vous croyez que ça, ce serait la solution? Je pense que c'est une des solutions, effectivement. Donc, moi, par exemple, quand je reçois une copropriété qui me dit, bah voilà, je sais que je vais avoir des travaux à faire, mais je ne sais pas quoi. Dans mon diagnostic, je commence par les instances de la gestion, comme je disais tout à l'heure, où il y a le conseil syndical, il y a évidemment le syndic aussi, ce que vous avez souligné. Et puis après, il y a la capacité à travailler avec d'autres personnes. Donc, je regarde ce côté-là, les instances. Est-ce que ma copropriété, elle a un bon fonctionnement? Je regarde la technique, est-ce que j'ai des alertes sur le bâtiment, sur la gestion du chauffage, etc. Et puis je regarde en gros la situation, on va dire, financière de la copropriété. Et là-dessus, d'avoir un outil comme ça, un observatoire des charges poste par poste, sur lequel je peux situer une copropriété, ça me permet simplement d'identifier des priorités à investiguer plus précisément. Donc le temps étant très précieux pour tout le monde, et en particulier pour les copropriétaires, c'est extrêmement chronophage de s'intéresser et de suivre une copropriété. Puis, ça permet d'identifier des priorités. Et puis après, on se dit, alors là, j'ai effectivement, tiens, comment ça se fait que mes charges d'ascenseur elles soient 25 ou 30% au-dessus de la moyenne? Donc on va chercher. Il y a peut-être des raisons légitimes, et puis peut-être d'autres moins, peut-être qu'on peut gagner. Voilà. Ça permet de prioriser les actions. Muriel? Mais, moi, je pense qu'on parle beaucoup de l'aspect financier, de l'aspect technique, et trop peu de l'humain. Vous mettez un type d'occupant dans un immeuble. Enfin, vous prenez un immeuble et vous le faites occuper par des occupants différents, et vous pouvez avoir des statistiques,
mais à l'opposé, quoi. En 2 ans, on peut vous dégrader un immeuble, hein. On ferme tout, C'est ce qu'on on ventile appelle pas. l'aspect, effectivement. Voilà. C'est excellent aussi. Décidément, on est vraiment très bien synchro, mesdames et messieurs, parce que justement, j'allais y venir à cette problématique-là, de se dire, c'est bien d'avoir des chiffres, c'est bien d'avoir des compteurs, c'est bien d'avoir des graphiques. Comme tu le dis très bien, n'existe-t-il pas, et je vous pose la question à nos 5 intervenants, n'existe-t-il pas un caractère purement aléatoire dans une copropriété qui fait que tout simplement, eh bien, oui, il faut l'admettre qu'elle vit. Elle vit, comme j'avais dit, je crois, c'est un espace de vie, et que malgré tout, je vais dire un peu à la bruxelloise, contre ça, on ne sait rien faire. Alors, je vous pose la question. Oui. Sauf aller dans ce qu'il y a aux États-Unis, mais je ne pense pas que ce soit l'esprit très français de gated community, où on est entre soi, entre classes sociales, où on a des copropriétés que de seniors, où on a des copropriétés que d'une certaine typologie de classe sociale. Je ne pense pas que ce modèle puisse s'importer. Certainement pas. Je crois qu'on crierait de tous les côtés. De toute façon. Ce serait tout à fait impossible à mettre en œuvre. Donc vous croyez, vous nous dites, finalement, si on répartit, allez, je vais dire le terme, quoi, des copropriétés pour les riches, pour les pauvres, pour les gens les moyens, etc. Surtout pas. Surtout pas. Puisque Surtout c'est ça qui fait la richesse de la diversité urbaine, Exactement. c'est ça qui apporte autre chose. Yann, est-ce que vous n'avez pas un peu ce même sentiment chez vous de vouloir, comment dire, qualifier certaines copropriétés ou en répartissant certaines personnes Elle se fait naturellement à partir du moment où, si dans un immeuble, les appartements commencent à se vendre à 1,5 million ou à 1 million, à ce moment-là, ce n'est pas tout le monde qui peut l'acheter. Conséquemment, dans cet immeuble-là de 200 unités, ce sont des gens qui ont un portrait socio-économique plus similaire. Mais par contre, ça n'empêche pas des gens de pouvoir acheter d'autres appartements dans des petites unités de 4 appartements et qui vont avoir un profil socio-économique et situationnel très différent. Il peut y avoir des familles, il peut y avoir des retraités dans le même immeuble. Mais disons que le prix de base fait en sorte de limiter, si vous voulez, la mixité. D'accord, donc on a ce caractère aléatoire. Muriel, tu n'as pas l'air d'être d'accord, mais oui. Ah oui, Oui, tu es d'accord. oui, je suis d'accord avec le raisonnement, oui, forcément. Oui, bien entendu. Alors, au niveau de la copropriété, Bien sûr, il y a une vous part aussi. d'aléatoire. Oui. Ouais. Mais c'est quand même terrible que le facteur aléatoire, alors que, comme je disais... Parce que c'est le facteur humain qui est aléatoire. Effectivement. Que ce soit le propriétaire, autant de propriétaires, autant de profils différents, autant d'implications dans la copropriété ou pas, d'attention aux biens et à l'entretien de son patrimoine ou pas. Et pour les occupants, la même chose. Donc, c'est ça. Autant de logements, autant de propriétaires, autant d'occupants, donc autant de facteurs humains. Encore une chose, parce que je reçois des grands rappels là, hein, déjà, le temps passe tellement vite. Encore une chose, je voulais quand même aborder encore une chose qui était les modes alternatifs de résolution des conflits. Est-ce que vous croyez que ce type d'outil qui essaie de permettre, on va encore donner une compétence supplémentaire au syndic, qui là naturellement arrive plutôt un syndic médiateur, est-ce que vous croyez que ce type d'utilisation pourrait générer une meilleure approche de la copropriété ? Autrement dit, mettre en place un système de résolution des conflits dans les copropriétés, justement pour objectiver l'ensemble des situations et parvenir à disons, éliminer ce caractère aléatoire. Vous vouliez intervenir, monsieur ? Non. Par le biais de commissions de médiation, c'est ça ? Les modes disons des modes alternatifs de conflit, c'est-à-dire, je pense à la médiation, à la conciliation, ou peut-être, même si les législations l'autorisent par l'arbitrage et autres, ça vous semble peut-être possible ? Oui, ça peut être qu'une chose, un outil de plus pour aider à résoudre ces conflits. Vous le pratiquez beaucoup ? Au Québec, la Chambre des notaires a fait un projet pilote avec ça et puis ça n'a pas fonctionné. Les gens n'y avaient pas recours. Donc, c'est mort de sa belle mort. Par contre, oui, j'y croirais parce que, d'une certaine façon, le recours aux tribunaux pour solutionner des problèmes mineurs, c'est extrêmement long et coûteux inutilement pour les deux parties. Et ça serait un moyen peut-être aussi, si c'est une commission de médiation comme il en existe pour les conflits bailleurs-locataires, par exemple en France, c'est aussi un moyen par ce biais-là de former les propriétaires, en fait, les copropriétaires. On a quand même un souci encore en France. Alors après, voilà, j'ai abordé, c'est la prise de conscience d'être copropriétaire. De formation des la prise de conscience copropriétaire. Il y a une obligation aujourd'hui qui est faite de plus en plus d'informer les futurs acquéreurs sur la situation de la copropriété, son fonctionnement, ses impayés, etc. Donc ça va dans le bon sens. Mais faut-il aussi, sur les aspects formation, on est tous persuadés depuis longtemps, professionnels, collectivités, que c'est une chose importante. Moi, parfois, je me dis, pour
conduire une voiture, on est obligé de passer le code. Est-ce que pour être copropriétaire, il ne faudrait pas avoir une demi-journée de formation obligatoire? Enfin, je lance une idée comme ça un peu utopique, mais... On est à nouveau toujours dans la sensibilisation. Je ne sais pas si vous Oui, aurez oui, suivi. On est dans la sensibilisation pour les travaux. On est dans la sensibilisation pour la prise en conscience de la copropriété. On est dans la sensibilisation en cas de conflit. On est dans la sensibilisation dans les relations entre syndics copropriétaires. Nous sommes vraiment dans quelque chose de purement abstrait. S'assurer que le copropriétaire qui arrive et qui comprend bien comment fonctionne une copropriété, qu'il y a une part d'individuel, une part de collectif, et qu'il faut qu'il adhère à minima à ça, c'est aussi aller dans le sens de réduire, de favoriser les décisions de travaux, de réduire les conflits, parce que voilà, ça va dans le... C'est des choses qu'on fait déjà, hein, notamment sur le neuf. Moi, je le fais beaucoup sur le neuf, où on explique, on essaie de donner des outils pédagogiques, notamment à ces nouvelles populations d'accédant à la propriété. Hein. Ils étaient de statut de locataire, ils deviennent copropriétaires. C'est deux choses, c'est deux mondes complètement différents. Donc on essaye, avec nos moyens, d'essayer d'être pédagogue. Alors c'est pas, on le fait pour les immeubles neufs. Alors c'est pas une assemblée générale, mais on essaie d'organiser parfois des réunions préalables d'information. C'est un peu pompeux comme nom. Ça marche très bien, ça Mais marche on très essaie bien. entre le promoteur en expliquant que c'est du neuf. Alors parfois ça pourra très bien se passer, parfois ce sera un peu plus compliqué. Mais que voilà, notamment quand on a du neuf qui est une gestion pour moi très spécifique, et ça demande vraiment une spécialité ici en France, parce qu'on doit gérer des garanties qui est un cas aussi un petit peu spécifique par rapport à d'autres pays. Et c'est vrai qu'on est tous dans le même bateau, hein, que ce soit le promoteur qui n'a pas intérêt à se faire assigner, que ce soit les copropriétaires, que ce soit le syndic en place, parce qu'il y a aussi pas mal, malheureusement, parfois trop de rotation sur un immeuble neuf, parce qu'on a l'impression que le syndic fait jamais rien, alors qu'il est il est un petit peu entre deux chaises, entre le promoteur et puis entre ses copropriétaires. Il est surtout exposé d'habitude. Et très très exposé. Il est très exposé, c'est une de ses particularités. C'est un des seuls corps de métier d'ailleurs, donc il voit la plupart du temps sa reconduction ou pas lors des assemblées générales en sa présence. C'est quelque chose de fou et qui est quelque part contraire à tout management d'ailleurs. Et on voit comme ça, ou alors on lui demande de sortir et puis on débatte et puis sous le moment même comme ça, donc on rentre dans la passion et tout sans objectivité. Ça revient un peu à ce fameux tableau de lui dire finalement si on pouvait évaluer aussi le syndic mais d'une manière la plus objective que possible. Tu voulais rajouter quelque chose, Julien? Moi, je voulais dire que j'étais vraiment d'accord avec ce que vous aviez dit en particulier, puis la façon dont ça a rebondi après. Je pense que tout à l'heure, je disais, il y a les pouvoirs publics, c'est pas un objet clair, la copropriété, on sait pas trop dans quelle direction on va pour les années futures. Du point de vue du grand public aussi et des acquéreurs, quand on achète un logement pour la première fois, justement on achète un logement, on a le coup de cœur pour le logement. Et après on découvre toutes les implications que ça peut avoir. Et je pense effectivement que connaître le fonctionnement, rappeler le fonctionnement de la copropriété, que ce soit à l'entrée dans le logement ou dans le cadre d'une gestion de conflit un petit peu qui pourrait être normalisée d'une façon que vous évoquiez, pourquoi pas. Ça irait dans le bon sens et ça permettrait effectivement d'après de faciliter l'adoption de plans de travaux, etc. C'est toutes les problématiques qu'on rencontre en matière de transactions, hein, ce que vous appelez le courtage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agent immobilier, il vend quoi? Il vend un volume d'air. Il vend le volume d'air, voilà, qui fait 20 mètres carrés, qui fait 120 mètres carrés, mais il vend uniquement ce volume sans se soucier de ce qu'il y a autour. Voilà. Et peut-être que demain, via la planification, via l'organisation, via l'investissement, vous parlez du mot investissement, vous avez prononcé ce mot-là qui est hyper important en copropriété, qu'on n'a pas, notamment en France, qu'on n'a pas encore bien intégré, et peut-être que demain, ça viendra de là, c'est qu'on investit pour l'avenir, et peut-être que dans le prix de vente, il y aura tous ces éléments qui viendront impacter le prix d'un volume d'air, d'un appartement. Ce sera peut-être l'immeuble qui sera équipé avec un certain seuil de fonds de travaux. Ce sera peut-être l'immeuble qui sera peut-être donc l'appartement qui sera mieux valorisé parce qu'il y a un programme défini dans les 5-10 ans plutôt que l'appartement qui est le trottoir d'en face qui fait le même nombre de mètres carrés, puisqu'aujourd'hui l'offre et la demande c'est simplement ça croise un mètre carré qui est mis en avant. Peut-être que demain ces différents éléments mis bout à bout, ça amènera une autre façon de voir notamment le métier de la transaction et l'organisation des immeubles en copropriété. Oui, moi je voudrais rebondir sur le rôle de l'intermédiaire. On était en train de parler ici de la formation ou de l'information d'un lambda qui a un coup de cœur pour un appart. Et moi je constate que j'ai des confrères agents immobiliers qui vendent des appartements, qui ne comprennent pas un bilan, qui ne savent pas lire un acte de base, un règlement de copropriété oublié. Comment voulez-vous que eux déjà informent correctement les acquéreurs ?
C'est tout le problème de l'information dans la copropriété. Et là, je crois qu'on a vraiment un gros souci à ce niveau-là. C'est vraiment de donner cette information la plus objective. Et on revient un peu à l'objectivation de toutes les données d'une copropriété. On revient à ce tableau de bord. On revient à tous ces outils. Puisqu'en ce qui concerne la Belgique, faut-il dire que même les pièces que nous transmettons, nous devons les transmettre auprès de l'intermédiaire qui les lit, ou faut-il encore qu'il les comprenne. Et la deuxième chose, c'est qu'on va les transmettre naturellement au notaire instrumentant qui, lui, reçoit l'enveloppe et communique à la limite 24 heures avant l'acte, si pas à la signature de l'acte. Voilà, cher ami. Et le monsieur nouveau propriétaire, il est tellement content d'avoir ses clés qu'il va les remiser quelque part et il s'en rappellera peut-être la veille de l'Assemblée générale ou la plupart du temps après l'Assemblée générale, après sa première Assemblée générale. Donc effectivement, on a un gros problème de publicité des mouvements de la copropriété, on a un gros problème de communication en ce qui concerne. Donc, on revient toujours dans la communication, dans l'information. Ça reste, je crois, toujours un grand credo, je crois. Il y a des choses à inventer. Oui, vous voulez rajouter? Non, juste sur ce volet-là, il y a des choses encore à inventer. Ah ben vous savez, moi en vous écoutant, souvent on me dit que j'ai des idées qui me tombent à la tête comme ça, rapidement. Alors moi, en vous écoutant, moi j'ai une proposition à vous faire. Il nous faudrait... Allez, il y a bien la fête des voisins. Vous connaissez la fête des voisins. Tout le monde y va. Là, ça, c'est gai. Et pourquoi pas une semaine internationale de la copropriété? Non, mais c'est pas beau, ça? Hein, une semaine internationale de la copropriété durant laquelle on prend comme initiative que tous les partenaires, que tous les intervenants informent les copropriétaires de ce que c'est une copropriété. Ça pourrait être un beau thème. Hein, donc, Jean-Pierre, en t'écoutant, je te propose, en attendant de mettre en place cette semaine de la copropriété, j'y suis déjà. En fait, elle commence aujourd'hui. De faire un échange avec la salle, qui a peut-être aussi des opinions, des avis ou des questions à poser concernant la gestion et le financement en copropriété. Et on discute comme ça, on finirait par oublier la salle. Voilà. Hein. Y a-t-il des questions? Une rectification et une question. En tant que sociologue, je ne peux pas accepter que vous disiez qu'on a une diversité effectivement quasiment aléatoire des populations. On a, comme vous disiez, une ségrégation sociale extrêmement forte des copropriétés en fonction effectivement des niveaux de revenus. C'est peut-être pas les gated community, mais ça n'est pas loin quand même. C'est trié sur le volet et avec, non seulement en fonction du revenu, mais avec aussi des pressions sociales dans certains cas pour exclure des familles étrangères, des familles qui ont beaucoup d'enfants. Donc, il ne faut pas avoir une vision justement, où on serait dans une harmonie sociale extraordinaire. Non, ma question, c'est sur un point qui n'a pas été évoqué aujourd'hui, justement sur les questions de financement. On n'a pas pris en compte les marchés, les différences de marché en fonction des contextes locaux, avec quand même une règle, c'est que le même immeuble ou le même logement va avoir la même valeur, qui peut aller, disons, 10 000 € à Paris, jusqu'à 1 000 € dans des petites villes actuellement en crise, ou notamment avec une corrélation d'ailleurs qui serait étudiée entre le vote Le Pen et la dévalorisation des copropriétés, parce qu'il y a une corrélation assez forte. Et donc, avec le problème, quel financement, puisque c'est le même immeuble qui peut nécessiter les mêmes types de travaux, les mêmes types d'investissements, et sur, je dirais, les plans de financement pluriannuels qui nécessiteraient les mêmes moyens, quand vous êtes d'une valeur de 1 à 10, des mêmes travaux de l'immeuble par rapport au niveau de travaux à réaliser. Vous voulez parler qu'en réalité, il y a une différence telle dans les coûts de production selon la région. C'est bien ça que je Non, de la valeur immobilière. La valeur immobilière. Valeur immobilière. Prenez un appartement qui va valoir, disons, 100 000 € à Paris et va en valoir 10 000 dans une petite ville ou un bourg en crise. Et dans les deux cas, vous avez, par exemple, 30 000 € de travaux. Comment voulez-vous que des gens dont le logement vaut 10 000 € puissent investir? Et c'est à cause de ça qu'on a les effets de copro dégradés, parce que quand la valeur commence à baisser, quand elle devient à un niveau tellement faible que ça ne vaut absolument pas le coup de réinvestir,
Et le résultat, ça, l'effet social là, c'est comme ça qu'on a des marchands de sommeil qui raflent la mise. Hein, moi je vois des très beaux logements des années 60 faits par des grands, je pense à Dubuisson par exemple, qui a fait des choses assez magnifiques. Des appartements de 100 mètres carrés qui valent 30 000 euros ou mieux. Et des marchands de sommeil achètent ça et les rentabilisent en 2 ans. Hein. Oui. Donc voilà, on a des mécanismes socio-économiques qui font que toutes nos discussions, y compris les miennes, hein, sur l'importance de l'investissement, de l'entretien, etc., n'ont plus de sens. Oui, cela dit, moi je vois quand même pour la Belgique, c'est que fréquemment je suis obligé de rappeler en Assemblée Générale, j'ai pas mal d'opposition à la réalisation de travaux qui sont basiques, toiture, énergétique, chauffage, etc. Et quand je rappelle aux copropriétaires que finalement nous avons le marché bruxellois est très stable au niveau de sa valorisation, depuis, je crois, quand on fait une grande ligne, on peut considérer qu'il augmente, le foncier augmente entre 3 et 4% d'une manière régulière. Non mais attendez, voilà. Et que quand on leur dit 3, non, attendez, mais quand on leur dit 3 à 4% et on leur dit, mais écoutez, finalement, nous avions eu la même discussion il y a 5 ans, vous étiez tout aussi réticents, alors je vous rappelle que vous avez une valorisation immobilière qui était au moins de 10 à 15% par rapport à il y a 5 ans. C'est pas ça qui va faire que les copropriétaires vont être... Non, mais vous parlez des marchés qui sont en valorisation, soit stables, même s'ils ne sont pas en valorisation, même pour peu qu'ils soient stables. Là, je parle des marchés... Fluctuants, oui, descendants. Descendants. Oui. Je travaille actuellement à Ville de Beauvais, ville sympathique, pas loin de Paris, etc. Oui. Vous achetez des logements entre 1200 et 1400 euros le mètre carré, des logements de grande qualité. 1200, 1400. C'est inférieur. Je crois qu'il y a un critère, c'est autour de 2000 euros. J'ai regardé avec les promoteurs. C'est grosso modo le coût de construction plus le coût du foncier. Quand on descend en dessous de ça, on commence à... Tout à fait. Alors, tout à fait. Monsieur, vous voulez... Oui, je voudrais intervenir sur la mentalité de la copropriété. Tout d'abord, on se trouve confronté à un volume de travaux considérable qui est à exécuter actuellement, étant donné le volume des constructions qui ont été effectuées après la Deuxième Guerre mondiale. Et on ne s'est pas préoccupé du tout de l'entretien de ces immeubles. Et aujourd'hui, on découvre un volume de travaux considérable que les copropriétaires ne sont pas capables de financer. Et il faut savoir que la copropriété n'avait aucune structure comptable, même dans la loi de 1965. Il a fallu attendre 2005 pour qu'un décret et un arrêté comptable amorce une comptabilité dans la copropriété. Et on avait suggéré, lors de la création de ce plan comptable, de constituer dans le plan comptable un amortissement, comme toute société qui, pour durer dans le temps, doit prévoir une reconstitution de son patrimoine. La chancellerie nous a gentiment éjectés, donc il n'a pas été question du moindre amortissement dans la copropriété, et il a fallu attendre la loi Allure pour qu'une amorce d'amortissement intervienne au moyen du fonds de travaux. Mais le fonds de travaux, 5% du budget, ce n'est pas un amortissement. Un amortissement, il se calcule sur le coût de reconstruction et non pas sur le budget. Donc il va falloir 20 ans pour qu'on ait l'équivalent d'un budget, ce qui est dérisoire compte tenu du volume de travaux à exécuter. Ça, c'est le premier point, qui est confronté avec l'esprit de la copropriété que vous évoquiez. Et la copropriété, c'est une pochette surprise. L'affectio societatis nécessaire pour une vie harmonieuse en commun, il existe ou il n'existe pas. La mayonnaise, elle prend ou elle ne prend pas. Ça, c'est une alchimie que personne ne peut dire comment ça va se développer. Mais ce qui est certain, c'est que la constitution de la copropriété et la mentalité de nos concitoyens fait que la copropriété est ressentie comme une nécessité et non pas comme quelque chose vers laquelle on va adhérer spontanément.
il faut savoir, et c'est un peu d'histoire là qui l'explique, il faut savoir que la copropriété, elle existait avant le Code civil. C'était une juxtaposition de droits de propriété privatifs. L'intérêt commun n'existait pas. Il a fallu attendre 1965 pour que la personnalité morale de la copropriété soit enfin reconnue, et avec des copropriétaires qui marchaient à reculons pour reconnaître cet intérêt collectif. Donc ça a été une lutte perpétuelle à partir de ce moment-là entre l'intérêt individuel du copropriétaire et l'intérêt collectif de la copropriété. Et le temps a fait que, progressivement, on a pu faire admettre aux copropriétaires cet intérêt collectif qui prime, dans certains cas, l'intérêt individuel quand il y a conflit. Et les copropriétaires peuvent arriver à l'admettre. Mais ce qui est grave, c'est que toutes les dispositions qui sont intervenues, fonds de travaux, diagnostic global technique, travaux embarqués, comptage de chaleur avec une pénalité absurde de 1 500 € par lot et par an. Je ne sais pas, celui qui a conçu une pareille sanction qui n'a aucun sens. C'est Ségolène Royal. Si bien que les copropriétaires ont ressenti qu'il y avait non plus l'intérêt collectif du syndicat qui venait supplanter l'intérêt individuel du copropriétaire, mais on a ajouté une troisième couche qui est l'intérêt national. C'est-à-dire qu'on pousse les copropriétaires à faire des travaux non plus dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires, mais dans un intérêt collectif global pour diminuer les dépenses d'énergie et réduire la dépense de CO2. Or, les copropriétaires, ils ne sont pas encore mûrs pour accepter ce troisième échelon de la copropriété. Donc, le syndic, quel est son rôle? C'est de montrer aux copropriétaires quelles sont les obligations, notamment le fonds de travaux. Mais encore faut-il que l'Assemblée vote, parce que justement il y a une querelle, il est obligatoire, d'accord, mais j'ai averti, moi, les copropriétaires, vous avez l'obligation de voter le fonds de travaux. Si l'Assemblée dit niet, comment, moi, syndic, je pourrais poursuivre le copropriétaire si le budget n'a pas été voté? Donc vous voyez que de la coupe aux lèvres, le chemin est loin. En outre, il y a la personnalité fiscale du syndicat des copropriétaires qui est une nécessité si on veut poursuivre cette propriété pleine de la copropriété. Elle n'existe pas, cette propriété fiscale. Ça veut dire que le fonds de travaux, lorsqu'il va produire des intérêts, va obliger le syndic à envoyer à l'administration le relevé de ce qu'a touché 3,50 € chaque copropriétaire dans les intérêts du fonds de travaux. Et parallèlement, il va viser chaque copropriétaire en leur disant « Vous devez inclure dans votre déclaration personnelle cette quote-part d'intérêt du fonds de travaux ». On marche complètement sur la tête, alors qu'on aurait pu concevoir dans un consensus comment entretenir les immeubles. Mais je peux peut-être juste ajouter là-dessus. Oui, vas-y, Yann. On a eu 2 cas de copropriété. Une de près de 100 unités qui devait faire des travaux qui n'étaient pas des travaux intéressants pour les copropriétaires, c'est des mises aux normes. Et voyant la difficulté, parce que le syndicat n'avait pas les sous pour faire ces travaux-là, puisque ces travaux-là n'étaient pas prévus de devoir être faits, le syndicat a procédé à un emprunt bancaire étalé sur 5 ans et payé même les charges. Donc, ça a permis de lisser la dépense sur un certain horizon pour essayer de ne pas trop perturber les copropriétaires et leur budget. Dans un autre cas, puis là, ça rejoint la question du départ, il y a 2 semaines, 1,5 million de travaux à faire dans une copropriété. On a l'argent dans le fonds de prévoyance. Le seul souci des copropriétaires en assemblée, puis ils étaient 150-200, c'était la teinte de gris de la moquette. C'est tout. Tout le reste a passé comme si rien n'était. C'était que ça. Donc, oui, quand il y a des sous prévus pour des travaux qui sont prévus d'à longue date et que ça fait 15 ans qu'on contribue, les gens veulent le dépenser parce qu'ils veulent en bénéficier de l'argent qu'ils ont épargné en vue de ce remplacement-là. Quand l'argent n'est pas là, la moquette, elle va durer 30 ans au lieu de 15, mais il va y avoir des trous dedans.
Oui, Pierre-Olivier de CoproPlus. Comme on est donc dans la préparation d'un livre blanc et qu'on a parlé de performance en copropriété, je voulais parler comme suggestion d'un manque profond dans ce qu'on peut appeler le DTG. Le DTG s'occupe surtout du bâtiment. On a dit qu'il était mal défini, ce qu'il fallait faire dedans, mais on s'occupe surtout de technique. Or, il y a une chose qui est fondamentale, c'est la capacité à agir des copropriétés. C'est-à-dire qu'on a besoin, ça rejoint la performance, on a besoin d'autres informations qui sont capitales. Et quand on intervient en copropriété, puisqu'on le fait souvent, on regarde si, par exemple, le règlement de copropriété est capable de supporter les travaux ou s'il y a plein de prérequis avant parce que ça va être impossible d'avoir une décision collective. On regarde si le fonctionnement de la copropriété est correct dans les instances, on en a déjà parlé. On regarde si les charges sont possibles. On regarde les gens qui sont là, s'ils ont de la capacité à emprunter, non seulement des fonds travaux puisqu'il n'y en a quasiment pas, mais la capacité à emprunter. Et on regarde déjà s'il y a des impayés. Ce n'est pas la peine d'embringuer une copropriété en travaux s'il a 10% d'impayés parce qu'on ne va faire que les accélérer et on va au fiasco. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont primordiales. Dans une copropriété, il y a 3 points. Il y a le côté du bâtiment, il y a le côté des habitants et puis il y a le côté de son fonctionnement. Et si on ne regarde pas toutes ces choses-là et cette forme de performance ou bulletin d'analyse des copropriétés sur ces différents points, on ne peut pas conseiller les gens d'aller vers des travaux et de la rénovation énergétique. Donc il me semble que dans le livre blanc, il pourrait y avoir des éléments là-dessus, sur ces compléments à demander à nos législateurs favoris. Oh, certainement, on n'y manquera pas de le souligner. C'est vraiment, puisque c'est mon credo, moi, je rejoins tout à fait ce que vous venez de dire, bien entendu. Je trouve que... Ah, Alain, oui, peut-être Alain ou là, je ne sais pas. Je voulais aussi intervenir, je me donne la parole. Oui, c'est vrai, oui, allez, prends-la. Oui. Allez, je la prends. Je voulais juste rebondir un petit peu par rapport à tout ce qui a été dit sur le fonds travaux, 5% c'est insuffisant, le diagnostic technique global c'est pas bien précis, les problèmes de l'évocation de l'amortissement qui n'existe pas en copropriété. Hein. Moi, ça me permet de rebondir et de reboucler sur quelque chose qu'on a évoqué ce matin, à savoir le cadre juridique, la loi qui régit la copropriété. Pourquoi est-ce que je reviens à cet élément-là ? Simplement pour expliquer pourquoi est-ce que en France et ailleurs, j'imagine que c'est la même chose, la copropriété ne peut pas mettre dans son plan comptable un actif immobilisé que l'on amortit, donc finalement de constater la dépréciation, l'usure au fil des années des différentes parties du bâtiment ou des différents équipements. C'est que dans la comptabilité, hein, et ça ce sont les règles de base, eh bien, on ne peut mettre en actif immobilisé que des biens qui vous appartiennent. Or, la copropriété, le syndicat des copropriétaires, lui, il n'est propriétaire de rien. C'est l'indivision des copropriétaires qui est propriétaire de ces parties communes. Et c'est la raison, c'est aussi bête que ça, mais c'est pour ça que l'on ne trouvera jamais d'amortissement dans le plan comptable d'une copropriété, en tout cas dans le cadre juridique actuel. C'est dommage. Hein, mais c'est la raison fondamentale. Oui. Ensuite, pour pallier à ce défaut de prise en compte de l'entretien, du gros entretien, de l'entretien patrimonial, si je peux dire, des parties communes, à l'opposé de la gestion courante. Effectivement, il y a tout un tas de lois de réflexions qui ont été conduites et qui ont mené à la Constitution, par la loi Allure, de rendre obligatoire le fonds travaux à hauteur de 5%, de mettre en place le diagnostic technique global, dont effectivement le contenu est peut-être pas toujours bien défini. L'idée, et simplement ce que je voulais dire, c'est que les réflexions préalables au projet de loi Allure qui étaient sur ce sujet-là, c'était de dire il faut donc définir un diagnostic technique global dont la restitution est de savoir en fonction de l'état des différentes parties communes finalement le besoin, le coût de renouvellement et d'entretien de ces différents éléments, finalement de calculer un amortissement, hein, pour faire simple, hein, même si c'est de manière extra comptable, et pour pouvoir en déduire que toutes les années, eh bien, il faudrait que la copropriété abonde à hauteur de tel montant en lien avec ce qui a été déterminé dans le diagnostic technique global
un fonds de travaux pour permettre de financer ces futurs travaux. Ça, c'était l'idée de départ. Et la restitution du résultat du diagnostic technique global, ça devait être au départ dans les projets. Donc un plan pluriannuel de travaux, ce que l'on pourrait appeler ça, c'est simplement de présenter donc ce coût avec les priorités dans les 5 années à venir. Vous allez avoir a priori à faire des travaux sur votre toiture, votre façade ou que sais-je encore, et puis dans les 10 ans sur tel ou tel poste, et au-delà sur d'autres éléments. Voilà ce qu'était à l'origine, dans les projets préalables à la rédaction de la loi Allure, ce qu'était le dispositif, et c'est tout un petit peu imbriqué, entre le fonds travaux, le diagnostic technique global et le plan pluriannuel. Après, vous savez bien ce que c'est, il y a des projets de loi, il y a beaucoup d'éminents juristes et conseillers de nos députés qui passent par là. Après, vous avez l'Assemblée nationale qui vote, et puis le résultat, c'est ce que vous avez aujourd'hui dans la loi Allure. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que l'idée, on y arrivera doucement, mais l'idée qui était au départ et qui est de dire il faut bien prendre en compte ce problème d'entretien des parties communes, de gestion patrimoniale, au-delà des copropriétaires qui, en moyenne, tous les 7 ou 8 ans en France, sont renouvelés. Je ne sais pas quelle est la durée de détention des biens au Québec ou en Belgique, mais en tout cas en France, c'est ça. Eh bien, il faut bien prendre en compte la gestion, l'entretien à long terme de ces bâtiments. Voilà, je m'excuse d'avoir été un peu longue, mais je trouve que ça permet de remettre un petit peu les bouts entre tout ça. Et puis, après, je vous promets, je ne parle plus. J'avais une question, je ne sais pas si vous allez répondre. On parle de financement. Moi, il y a une chose qui m'ennuie beaucoup en France, c'est que en France, en théorie, une copropriété, elle peut emprunter. Je dis en théorie, je maintiens ce principe-là, c'est que finalement, on obtient des emprunts, ce qu'on appelle collectifs à adhésion individuelle. Et aujourd'hui, il y a le réseau bancaire français est un petit peu frileux sur ce marché de la copropriété, et qu'il est en pratique sur le terrain très compliqué pour une copropriété pour emprunter, sauf évidemment les copropriétés où on va dire qui au final n'auraient pas besoin d'emprunter pour financer des travaux. Voilà. Je vous laisse la parole. Je ne sais pas si c'était une question. Allez-y. Moi j'ai une question, effectivement. Si on fait un calcul rapide, nous, sur les rénovations, je parle de rénovation énergétique parce que effectivement, c'est un 3e niveau d'obligation, mais je pense que c'est quand même très important, le réchauffement climatique, ce genre de choses. Concrètement, la rénovation énergétique, 8 millions et quelques de logements en copropriété, je ne sais pas à combien, mais entre 20 et 30 000 euros par logement, ça fait des centaines de milliards d'euros. C'est ça le tarif. En termes de financement, on a parlé d'abonder un fonds de travaux, de faire un crédit, de faire un prêt, ce genre de choses. Est-ce que parmi vous, vous avez expérimenté, réfléchi à des solutions de financement alternatifs, une manière de valoriser un logement, une copropriété, pour dégager de la valeur qui permettrait de financer des travaux? Alors évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est la surélévation. D'accord, on est d'accord. Mais est-ce que vous avez d'autres idées que la surélévation? Parce que faire de la surélévation, c'est parfois un peu difficile. Alors, je ne sais pas qui vous voulez répondre, certainement. Je crois que pense que vous en avez parlé avant. Il y a d'autres sources de financement qui sont les financements publics, des collectivités ou de l'ANA. Oui, alors, vu la note dont on est en train de parler et vu la tendance actuelle en termes de financement, je ne sais pas ce que nous donnera le prochain président, mais concrètement, je ne suis pas persuadé que le rôle de l'État et des collectivités, ce sera de financer l'ensemble des rénovations des copropriétés de France. C'est déjà le cas depuis quand même plusieurs années. Donc, et ça reste une priorité de l'ANA. Mais ça risque de faire une fracture. On parle quand même de certaines typologies. Oui, l'ANA, ça s'adresse quand même à des gens qui ont des revenus modestes ou très modestes. Non, pas forcément. Non, il y a plein de types. Il y a des aides aux syndicats. Il y a des aides aux syndicats pour les copropriétés. Et l'ANA vient de lancer un nouveau programme pour les copropriétés fragiles qui s'engagent dans un programme de travaux énergétiques. Voilà, mais copropriété fragile, oui, elle élargit, mais copropriété fragile, c'est plus de 8% de taux d'impayé. Donc déjà, des copropriétés... Les copropriétés qui ne sont pas fragiles, si elles engagent un programme de travaux
énergétiques ont déjà accès à ces subventions. Donc, il y a des subventions aux syndicats qui existent, bien sûr. C'est une des priorités de l'ANA. Yann, est-ce qu'on peut imaginer que le gouvernement québécois ou le gouvernement canadien subventionne les copropriétés qui sont même dégradées ou qui pourraient l'être? Ça serait inimaginable. C'est un bien... Je crois que pour la Belgique, je crois que c'est la même chose. C'est un bien individuel. Inimaginable. À ce moment-là, c'est à chacun de voir. Par contre, oui, c'est vrai que c'est difficile pour surtout les petites copropriétés d'emprunter parce qu'ils sont peu nombreux à absorber le risque. Mais les grandes banques canadiennes réussissent à financer des projets de rénovation, de travaux importants sur la base des comptes à recevoir. Parce que, évidemment, ils ne peuvent pas, les frais de condo, les frais de les charges. Donc, ils ne peuvent pas prendre de lien hypothécaire sur l'immeuble parce qu'il faudrait que ça soit 100% d'adhésion. Et il y aura toujours un copropriétaire dans l'immeuble qui s'y objectera. Conséquemment, les banquiers ont été imaginatifs, mais ce n'est pas le législateur, c'est les banquiers qui l'ont été en disant, bien, nous allons prendre en garantie tous les charges, parce que le conseil d'administration peut lever les charges à la hauteur des besoins requis pour la copropriété. Donc, les banquiers se satisfaisaient de ça. Pour revenir sur la question de Pierre Baud, donc je suis désolé, je n'ai pas dans ma poche de solution miracle, mais je me dis, enfin voilà, là, toi tu te poses la question, voilà, ça va coûter très cher, mais d'un autre côté, il faut voir ce que ça nous coûte aujourd'hui, notre surconsommation, voir que l'argent qu'on dépense dans du gaz, du fuel, etc., il part à l'étranger, il ne finance pas d'activité sur place, et que la rénovation, ça sera un grand chantier, mais c'est aussi des retombées économiques, donc peut-être élargir un petit peu l'angle pour avoir une meilleure idée de l'intérêt économique ou pas du projet. Voilà. Tu y avais sûrement déjà pensé. Mais... Moi, j'ai un petit ajout. Au prix de l'énergie, aujourd'hui, la balance n'est pas suffisamment convaincante. Elle est plus devenue motivante, en fait. Ouais. Mais en même temps, c'est quand même le poste de charge le plus important en copropriété. Et ce prix de l'énergie qui est pourtant perçu par les experts comme faible, il est déjà quand même difficile à assumer pour un certain nombre de copropriétés. Je vais dire aussi, je vais dire quand même que quand le coût, toute cette évolution qu'on a connue, quand on avait fait d'ailleurs ce colloque sur Train-Rebuild, où on avait un coût énergétique excessivement important, et nous avions un coût de budgétaire de 40, 50, on atteignait à 55%, dans lequel on disait la copropriété était en précarité énergétique. Disons que je crois que l'enseignement qu'on peut tirer de ça, c'est que toute la démarche qui a été utilisée à l'époque est, au fur et à mesure, transposée pour d'autres travaux. C'est-à-dire, le but, une vision plus globale des travaux. C'est ça qui a quand même généré une certaine dynamique à ce niveau-là. Et je crois que ce qui a aussi changé, je parle pour la Belgique, c'est que précédemment, nous avions la réaction des copropriétaires. Le concept environnemental était considéré comme, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous savez, nous, on fait les travaux uniquement parce que ça va rapporter, parce qu'on va payer moins de charges, un point final. Ce qui change ces derniers temps, c'est que dans le cadre des discussions d'Assemblée générale, on dit, vous savez, si on fait une conversion au gaz, il n'y aura déjà plus le camion de combustible qui va venir devant la porte et ça va faire diminuer la mobilité, ça va avantager la mobilité, etc. C'est le genre d'argument que maintenant nous parvenons à avoir une écoute. Et c'est relativement récent. C'est comme la gestion des immondices, c'est comme la gestion de l'eau, ça commence à être un élément pertinent en Assemblée générale. Nous n'avons plus des réflexes de dire, moi je m'en fous, je paye, et si je paye moins, un point final, etc. Donc c'est quand même, je termine quand même un élément positif. Je trouve qu'il y a quelque chose qui change. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oh, je suis désolée, Jean-Pierre. Non, elle n'est pas d'accord. Pas tout à fait. Mais non, dans la mesure où moi je constate quand même dans les immeubles récents, quand on a des techniques spéciales qui sont un peu trop spéciales, ça coûte une pêche, quoi. En entretien, en consommation. Et alors les copropriétaires, après, ils disent que c'est pas normal, ils pensent qu'on a choisi le mauvais fournisseur. Non, donc je reviens quand même sur la qualité de l'étude ou des travaux, mais il y a quelque chose qui ne va pas bien. Bonjour, monsieur, dame. Je voudrais vous poser une question. Donc, depuis ce matin, j'en ai
Je n'en ai pas du tout entendu parler. Et si vous le trouvez un peu hors sujet, excusez-moi, mais c'est important. Je suis urbaniste, sociologue praticien, c'est-à-dire femme de terrain, chercheur à l'université et expert en sécurité urbaine. Depuis 25 ans, je suis dans le milieu logement social. J'aimerais bien savoir, les Canadiens et les Belges, comment vous gérez le problème de l'insécurité, de la prévention de la délinquance dans vos copropriétés. Merci pour votre réponse. Oui, je crois que cette question, enfin, pour avoir visité le Québec, moi j'ai ma petite idée, mais allez, vas-y, Anne. Parce que vous avez quand même mis en place des choses. Oui, ben, on a mis en place des activités, des façons que les gens se sentent faisant partie d'une unité, d'un mode. On a, par exemple, tantôt, Jean-Pierre le disait, on a des concerts dans les jardins 3 fois par été. Il y a des activités, il y a des piscines extérieures où il y a des activités, il y a des cours d'aquaforme, il y a des cours de toutes sortes de choses de façon à ce que les gens soient amenés à participer. Évidemment, ce n'est pas dans les charges communes la plupart de ces choses-là. Il faut que les gens payent en supplément. Mais c'est un peu un resort. Là, si jamais vous allez voir verrières au pluriel.org, vous allez voir le site. Et bien qu'on soit à 10 minutes du centre-ville de Montréal, c'est un endroit assez privilégié, l'île des Sœurs, et conséquemment, on a su exploiter la majorité des choses qui étaient à la disposition pour créer ce sentiment-là. La sécurité aussi, on a beaucoup investi dans une sécurité qui était plus passive. Des caméras, un bon niveau d'éclairage. Hein? Un bon niveau d'éclairage, là, c'est élémentaire, mais la première peur que l'on a, c'est quand c'est sombre. Donc, ce sont des choses comme ça, des systèmes de contrôle d'accès qui sont déprogrammés quand les gens quittent. Donc, il y a des éléments. Après ça, on a aussi de la formation du personnel. Par exemple, des cours de réanimation cardiaque, premiers soins, que ce soit les concierges. Parce que là, on s'entend que c'est des immeubles de plus de 100 unités qui totalisent en 5 immeubles 660 lots. Donc, ça nous permet de pouvoir se doter de services qui sont, et d'où je trouve un grand intérêt à l'unification de vos syndicats. Nous, c'est une association de syndicats, c'est 5 syndicats différents. Donc, c'est la voie aussi vers une gestion plus intégrée. Moi, je vais dire, madame, pour vous répondre, je crois que si vous augmentez le potentiel de copropriété, mais de services, d'entente dans la copropriété, si on augmente les relations entre les copropriétaires, s'il y a de l'écoute entre eux, s'il y a une reconnaissance entre voisins, s'il y a un respect entre eux, je vais dire quelque part, vous contribuez à améliorer déjà la sécurisation de l'immeuble. Il est trop dommage de voir dans certains immeubles où c'est par l'indifférence fréquemment qu'on voit que finalement ces immeubles deviennent insécurisés. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, en ce qui concerne la Belgique, nous sommes confrontés au même problème. Nous incitons naturellement à mettre de la sécurisation, à mettre des caméras, etc. Nous avons des dispositions légales en la matière, etc. Mais je crois que la meilleure des sécurisations doit venir également de la part des habitants dans le cas de respect et de reconnaissance entre eux. Et fréquemment, on ne l'a pas. Je crois que monsieur voulait intervenir. Non, je voulais faire Patrice Archier, je voulais faire une remarque à propos de ces copropriétés en difficulté, parce que je pense qu'aucune d'elles n'est à l'abri d'être mise en difficulté. Vous avez évoqué, monsieur, un immeuble construit par Dubuisson, et j'habite à Paris un immeuble de 750 lots construit par cet architecte en 65, et il a failli être mis en difficulté parce qu'il avait une créance sur un tiers qui dépendait du règlement de copropriété, une créance de 500 000 €, avec un budget entre 1 et 2 millions d'euros. Et évidemment, les copropriétaires compensaient cette créance par un appel de fonds, parce que sinon l'immeuble aurait été mis en difficulté. Et à une assemblée générale postérieure au recouvrement de cette somme, il a été évidemment mis à l'ordre du jour le fonds travaux. Il faut abonder au fonds travaux. Et les copropriétaires, environ 200, puisqu'il y a tellement de copropriétaires qu'il y a à peu près 200 de présents, étaient très réticents à payer ces 5%.
parce qu'ils en avaient assez d'avoir eu des charges à régler, des appels de fonds. Et finalement, la solution qui a été retenue, c'est d'abonder, de payer cet appel de fonds avec ce qui avait été obtenu sur le tiers débiteur. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, les 5% n'ont pas beaucoup d'intérêt. La seule chose qui compte en matière de copropriété, et là j'ai une autre casquette, je suis avocat et spécialisé, pourrait-on dire, en copropriété en difficulté, la seule chose qui compte, c'est de faire respecter l'obligation du copropriétaire à payer ses charges. On n'en serait pas là à prévoir des appels de fonds ou bien un statut de la copropriété en difficulté qui ressemble beaucoup à celui d'une société en liquidation. Enfin, tout ça, pour moi, n'a pas de sens et augure de beaucoup de difficultés. Je termine en disant que, pour vous donner un exemple, les recouvrements de charges qui alimentent quand même la comptabilité de la copropriété, il faut au minimum 1 an à 18 mois et peut-être même 2 ans, sinon 3, pour obtenir un règlement en Seine-Saint-Denis. Donc après, on ne s'étonne pas qu'il y ait des immeubles en difficulté. Moi, je voudrais revenir encore 30 jours parce que là, il y a quand même quelque chose à vous dire. Parce que dans la législation québécoise, je crois qu'il faut le rappeler souvent, il y a une particularité. Alors, c'est sous mon contrôle, enfin, c'est sous ton contrôle, Yann, qui ne paye pas ses charges est suspendu du droit de vote en Assemblée générale, c'est bien ça? Oui, ceux qui ne paient pas leurs charges pour plus de 3 mois perdent leur droit de vote à l'Assemblée. Et on peut également faire aller jusqu'à la mise en vente en justice d'un appartement dont les charges n'ont pas été payées. Chez nous aussi. Et disons que ça arrive, c'est rare. On ne s'est jamais rendu à la fin, à l'aboutissement du processus. Mais lorsque le créancier reçoit cet avis-là de l'avocat du syndicat, généralement, il va faire des pressions sur le copropriétaire et tout se règle comme par enchantement. Donc, l'idée, c'est de ne pas trop attendre parce que là, quand la facture gonfle trop, là, ça devient plus problématique. Là-dessus, je vous rejoins tout à fait. Une dernière question? Oui. Alors, je reviens au financement un petit peu. On a parlé des fonds de travaux, etc. Moi, j'ai la chance d'être dans un syndic qui fait des fonds de travaux depuis les années 60. Donc, on a l'habitude et on a les fonds pour beaucoup de travaux. Par contre, on a le gros problème quand même de la rénovation énergétique de certaines copropriétés qui ont abondé un fonds de travaux, qui ont fait des travaux d'entretien, qui l'ont abondé peut-être à tort sans prévoir la rénovation énergétique. C'est-à-dire que pour entretenir le parc comme il était et sans prévoir des gros travaux. Donc, aujourd'hui, on leur dit distancez un peu vos ravalements et essayez de les faire énergétiques. Mais on a essayé de monter des dossiers avec des fonds publics, donc l'ANA, etc. Sauf que c'est beaucoup de copropriétés qui ont essayé de l'accession à la propriété, donc des gens qui ont quitté le parc social pour rentrer en copropriété, donc qui ont quand même des petits revenus. Et on s'est heurté à des très grosses difficultés pour monter les dossiers financiers. Parce que chaque dossier est individuel au niveau financement de l'ANA, par exemple. Et du coup, on n'a jamais pu monter, ou les dossiers, on a mis 6 ans à les monter, parce que on n'a jamais pu. Les gens ne veulent pas donner leurs revenus, puis la CNIL nous l'interdit. Donc je voulais savoir s'il y avait peut-être des pistes d'avoir un financement pour la copropriété en tant que telle. Ou de simplifier les choses. En dehors de la difficulté en copropriété. Parce que de l'aide individuelle aux propriétaires, c'est ça? Elle est individuelle, mais le problème, c'est que monter le dossier, c'est infernal. Oui, il y a des opérateurs qui peuvent être missionnés, qui sont... Voilà. Oui. Comment? Oui, c'est un coût au dossier. Quand vous n'êtes pas dans un dispositif opérationnel, effectivement, ça a un coût... Mais les emprunts collectifs, en fait, la problématique qu'on a, c'est une problématique d'information plus, et aussi de présence et des différents acteurs bancaires. Aujourd'hui, on a un opérateur qui truste 90% des emprunts bancaires. Il y en a un deuxième qui commence un petit peu à émerger, mais toutes les banques aujourd'hui ne s'y intéressent pas malheureusement. Pourquoi? Parce qu'un syndicat aujourd'hui, c'était un ovni. Aujourd'hui, le banquier, il connaît deux personnes, il connaît l'individu et il connaît la société. Et le syndicat de copropriétaires, c'est une sorte d'entre-deux. Alors, c'est tout simplement parfois, c'est que c'est pas dans les logiciels informatiques. Parce que c'est tout bête, il y a 2 coches. Personne physique, personne morale. Enfin, société, étant entendu. Et c'est vrai que le syndicat, ils ont du mal à apprécier ce que c'est. Pour autant, les emprunts collectifs, c'est ce vers quoi il faut tendre, et de plus en plus, parce qu'un emprunt collectif, ça demande, c'est plus simple d'emprunter collectivement via le syndicat de copropriété
que d'emprunter individuellement auprès de n'importe quelle banque. C'est beaucoup plus avantageux pour un copropriétaire à titre individuel. La problématique qu'on a, c'est vraiment une problématique d'information, et ça c'est le rôle aussi des syndics. C'est-à-dire que ça doit être un automatisme aujourd'hui quand j'ai des gros travaux. Et ben aujourd'hui, alors je mets les deux acteurs à l'ordre du jour parce qu'ils sont principalement deux, sauf un troisième un petit peu en Ile-de-France. Et puis bon, dans la banque que je représente, il y a quelques expérimentations ça et là, mais c'est pas encore suffisant. Et c'est vraiment un problème de communication parce qu'aujourd'hui les produits existent et ça marche plutôt bien. Oui. Alors après on a quelques spécificités avec notre loi de 65 qui est un peu complexe entre l'emprunt sur le compte du syndicat, enfin les transits des fonds soit sur le compte du syndicat de copropriétaires, soit directement prélevés sur les comptes des copropriétaires, mais les solutions existent. Après c'est plus un problème de communication, de formation et d'information des clients. Aujourd'hui, les syndics le mettent systématiquement à l'ordre du jour quand il y a un vote de travaux. Ça commence à devenir, mais c'était pas encore jusqu'à très récemment, c'était pas encore automatique. Alors je crois qu'on va donner le mot de la fin à Julien. Pour répondre très précisément à la question, l'ANA vient de mettre en place, mais le monsieur m'écoute plus, mais il a posé une question sur le... Voilà, on y est. C'est pratique d'avoir le micro quand même. Donc l'ANA vient de justement mettre en place une nouvelle aide pour les copropriétés en difficulté pour répondre justement à ce type de problème. Donc c'est en cours de mise en place. Voilà. Mais c'est vrai que moi, en tant que syndic, j'aimerais bien aller jusqu'au revenu global, parce que moi, j'aimerais bien faire du pack tout complet quand je fais mes ordres du jour, où je pourrais dire, et ça c'est aussi la spécificité française, hein, où j'ai encore un amoncellement assez compliqué, une jungle un peu administrative qui est un peu complexe, quand je veux commencer à m'intéresser à ce qui se fait à l'échelon de ma ville, à l'échelon de mon département, de ma région ou national, il faut être assez courageux quand même pour essayer ne serait-ce que d'aller rechercher de l'information. Et moi, j'aimerais bien aller auprès de mes copropriétaires en leur faisant le pack complet. Vous, pour vous, en fonction de votre catégorie, en fonction de vos revenus, le coût final, ce sera ça. Mais moi, je ne suis que syndic de copro et je ne peux pas y aller. Bien. Ça commence, bien sûr. Bien. Oui. Je vais me permettre d'interrompre d'arrêter quand même cette... Allez, voilà, on va arrêter de parler de financement. Non pas que ce soit inintéressant, bien au contraire, mais c'est vrai qu'on voudrait aussi évoquer d'autres points. En tout cas, je vous remercie, vraiment merci à tous pour cet échange qui était vraiment très intéressant et très riche. Et avant de terminer cette journée et d'écouter la synthèse qui sera faite par notre président et nos éminents belges et québécois, je laisse la parole à Laurent Demas qui vous présente rapidement, très rapidement, un petit peu ce qu'a fait Planète et notamment en développement d'outils pour essayer de répondre aux problématiques que l'on a évoquées aujourd'hui en copropriété. Merci. Merci. Donc je vais intervenir juste quelques minutes pour présenter les outils de Planète Copropriété. Donc Planète Copropriété, c'est une association donc, qui existe depuis 2009 et qui, dès son début, a pu mettre en place des outils qui sont aujourd'hui largement utilisés. Donc on va terminer cette journée avec un rapide survol de ces outils qui sont à disposition de tout le monde et pour lesquels on aimerait même envisager des déclinaisons internationales. Alors quelques minutes pour vous parler des différents outils que nous utilisons au quotidien aujourd'hui sur tout le territoire. Le bilan initial de copropriété. Le bilan initial de copropriété, c'est quoi? C'est un premier état des lieux qui va servir à la copropriété pour effectuer, pour voir s'il est dans une bonne disposition pour justement partir dans un projet de rénovation énergétique qui est une grande aventure pour la copropriété. Le premier état des lieux qui va faire un point sur les travaux effectués, les travaux souhaités en prévision, un point sur les factures d'énergie, un point sur l'état financier de la copropriété. Donc c'est un petit outil méthodologique à l'attention du conseil syndical, du syndic et puis des accompagnateurs tels qu'ils en existent, que ce soit l'ARC, Association des responsables de copropriété, qui a contribué à sa mise au point, ou d'autres correspondants dans les espaces info-énergie. Donc c'est un outil qui est utilisé aujourd'hui sur tout le territoire, qui est parfois même décliné dans des versions localisées, comme je pense à Grenoble qui en a fait une version personnalisée. Et c'est un outil qui va aussi permettre au conseil syndical de se sensibiliser sur le sujet de prendre en main sa copropriété. Les conseils syndicaux ne sont pas toujours des professionnels ou des grands spécialistes de la copropriété.
Il y a des milliers de BIC qui sont effectués chaque année, puisque je vous dis, c'est utilisé librement. C'est un produit qui est téléchargeable sur le site et que donc tout le monde peut utiliser. Le deuxième outil largement utilisé, c'est l'audit global partagé, AGP. L'audit global partagé, c'est un outil avec des compétences réellement réunies pour un audit de qualité, je dirais, avec des résultats opérationnels. L'intérêt, c'est de réunir des compétences autour de la thermique, des compétences du domaine architectural, des compétences financières, pour produire une synthèse, une réflexion sur la rénovation, la remise à niveau, et pas seulement la rénovation énergétique, mais aussi l'amélioration du confort ou des services. Et c'est un audit qui va être partagé avec le conseil syndical, le syndic et les accompagnateurs, que ce soit des accompagnateurs associatifs ou institutionnels. La grande différence de l'audit global partagé, comparé à l'audit thermique réglementaire actuellement en place en France, l'audit thermique réglementaire, lui, va s'intéresser à l'aspect thermique, il va communiquer un peu, prendre un peu la température de la copropriété via un questionnaire obligatoire sur le confort, l'inconfort dans la copropriété, et puis il va rendre des conclusions. Et le point faible de cet audit, c'est que souvent, effectivement, il a fini dans un tiroir et il n'était pas tellement utilisable parce qu'il parlait beaucoup de kilowattheures, de calories, mais pas forcément en termes très opérationnels pour les copropriétaires. À la place de ça, l'audit global partagé va réunir donc le thermicien, l'architecte et un spécialiste financier pour produire un état des lieux et des propositions. Mais dans ce cahier d'audit global partagé, ce qui est le plus important, c'est la phase d'échange avec la copropriété, avec le conseil syndical et avec les copropriétaires. Donc c'est écrit noir sur blanc dans le cahier des charges. Il faut partager les recommandations avec le conseil syndical, puis partager les recommandations avec l'ensemble des copropriétaires au cours d'une réunion d'information générale. Ces deux étapes vont permettre de récupérer l'état d'esprit des copropriétaires, récupérer leurs souhaits, récupérer leurs projets, leurs envies, et puis aussi une possibilité financière, jusqu'où aller financièrement. Et à la fin, on a des recommandations qui vont être opérationnelles, parce qu'elles ne seront pas seulement thermiques, il y aura déjà une décision, une proposition de solution technique via l'architecte, et puis il y aura un ordre de grandeur budgétaire qui aura été respecté et qui tiendra compte du profil du budget des copropriétaires, et puis un peu du profil sociologique en fonction ou pas de ce que peut apporter l'ANA sur ce projet, pour les plus modestes. Donc on obtient des audits, l'audit global partagé, il y en a aussi tous les jours effectués en France. On en effectue des centaines en région parisienne et on voit que ça marche, puisque la plupart de ces audits globaux partagés passent en études de maîtrise d'œuvre assez facilement, je dirais, dans une proportion que, je dirais, pour ce que je vis moi, d'environ 80%. Et quand on passe en études de maîtrise d'œuvre, généralement, c'est qu'on arrive derrière à des travaux mis en place. Donc c'est un outil qui fait la preuve de son efficacité depuis pas mal de temps, qui est repris et décliné aussi, qui a été repris et décliné, ne serait-ce qu'avec dans le cadre d'Eco-Rénovons Paris et de l'Agence parisienne du climat. Il a été mis à une sauce parisienne, mais il est aussi repris dans d'autres régions. Voilà, donc ça c'était les deux principaux outils. On en est arrivé au troisième point, on s'est dit, bon, ben, puisqu'on a des outils, on a aussi regroupons les professionnels, puisque la copropriété, dans l'Île-de-France, il y a une petite, je dirais, avance due à un historique dû au patrimoine immobilier, et puis à des raisons météorologiques qu'il n'y a pas dans d'autres régions françaises. Donc on s'est dit, ça serait bien de référencer les professionnels RGE qui veulent s'intéresser à la copropriété. Et donc on a lancé cette idée de référencement depuis maintenant 2015, comme le présentait Xavier ce matin, pour référencer les professionnels qui veulent se frotter à la copropriété et qui ont toujours des expériences difficiles ou alors qui ont essayé une fois et puis qui n'ont plus voulu y retourner. Donc la solution, c'est de partager un peu cette méthode d'audit global partagé et d'études de maîtrise d'œuvre globale partagée, avec donc un partage de bonnes pratiques, identifier des solutions locales. Aujourd'hui, on a des gens référencés, à peu près une centaine de gens référencés, mais c'est sur toute la France. Donc on voit les spécificités locales, on voit qu'il y a des besoins d'adaptation et de méthodes qui changent un peu suivant les régions. Mais l'idée, c'est aussi de faire remonter ça aux législateurs pour pouvoir peut-être faire évoluer les outils. Et puis on va vers le développement de nouveaux outils. Le DTG, par son ouverture, moi je pense que c'est une opportunité, le fait que le législateur ait pour une fois donné un cadre très vaste, puisque ça va permettre aux meilleurs de se différencier librement et pas au travers d'un cadre juridique. Donc c'est l'objectif qu'on a actuellement au travers de réunions, au travers tous nos référencés qu'on fait par vidéoconférence.
écrire un cahier des charges DTG spécifique planète copropriété avec un niveau supérieur, pas un niveau minimum, mais un niveau supérieur pour arriver à une concrétisation et un outil sur lequel les copropriétés pourront comparer les offres commerciales. Aujourd'hui, dans les DTG, il y a trop d'écart de prix parce qu'il y a trop d'écart dans les réponses. Donc l'idée, c'est d'arriver à avoir un nouvel outil comme l'AGP qui permettra aux copropriétés de comparer les offres de professionnels et de savoir que si c'est plus cher, dans le cadre de cet audit-là, de ce DTG-là, c'est aussi pour arriver à un résultat qui sera plus opérationnel. Donc plus de 100 référencés à ce jour. On a contribué à créer beaucoup de binômes, architectes et bureaux d'études qui se sont rencontrés souvent lors des formations. Des architectes qui étaient intéressés par la copropriété, des bureaux d'études thermiques aussi. Et il faut forcément un binôme pour aller en copropriété. Et ce référencement est l'occasion de créer des binômes. Et je terminerai par la journée, par le processus. Donc être référencé planète copropriété, c'est une journée de formation autour du fonctionnement de la copropriété, puisque les architectes, les BET, les entreprises de travaux, bureaux d'études thermiques ne sont pas des spécialistes. Donc on va présenter un peu les règles de fonctionnement de la copropriété, parce que ça permet de ne pas y laisser quelques plumes parfois en anticipant quelques difficultés sur le fonctionnement. Présenter l'audit global partagé et la maîtrise d'œuvre partagée. Donc comment est-ce qu'on fait pour travailler, pour faire collaborer la copropriété, pour faire collaborer les copropriétaires, et comment détecter quand il n'y a pas collaboration et donc il va y avoir échec au vote. Voilà, donc c'est une formation d'une journée qui est prise en charge par les organismes de formation. On a différentes dates annoncées, le 8 juin à Metz et les 15 et 22 juin à Paris. Donc vous pouvez vous reporter au site planètecopropriété.com pour vous inscrire et revenir vers nous. Voilà, j'en ai fini avec ces différents outils. Merci. Merci. Merci à toi, Laurent.